Est-ce que tu m'entends Est-ce que vous m'entendez? Alors, attendez, chat. Oui, parfait. Alors, Laetitia, tu m'entends? Ok. Moi, j'entends personne, mais c'est pas grave. Euh, donc, euh, voilà, Laetitia, alors je démarre. Pardonnez-nous de ce petit retard. Naturellement, avec l'informatique, il y a toujours quelques petits couacs qu'on découvre au moment des connexions. Donc là, c'était un couac de micro, enfin de reconnaissance des micros. Alors, on va attaquer immédiatement. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, le sujet est assez rempli. C'est un double sujet. C'est l'anesthésie et l'analgésie des vieux et des moins vieux, c'est-à-dire des très jeunes. Donc, on va attaquer immédiatement avec l'anesthésie du patient gériatrique. Donc, je vais tenter de vous mettre en partage la présentation. Alors, partager un tableau blanc et partager un média. Voilà. Attendez. Partager l'écran. L'écran numéro 1. Alors, attendez. Je vais y arriver. Hein. Donc, voilà. Partager l'écran numéro 2. Non, là, ce n'est pas le bon système. Alors, je vais y arriver. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, mais vous voyez la présentation. Est-ce que vous voyez? Alors, oui, il faut la mettre en mode diaporama. Oui, mais il me donne 3 écrans maintenant. Alors, attendez. Je vais faire partager l'écran numéro 1. Je ne sais pas ce que vous voyez, malheureusement, parce que je n'ai pas de retour sur mon écran. Donc, alors, Laetitia, appelle-moi avec ton téléphone parce que je ne peux pas suivre tout. Hein. Désolé. Alors, qu'est-ce que tu vois? Oui, je sais, mais il a changé les paramètres. Donc là, je dois renverser affichage. Attends, là, je vais le retirer parce que il me met le moniteur 2. Donc, je mets le moniteur principal. Je rechange. Je suis sur le moniteur principal. Oui, oui. Là, tu le vois bien? Ok, je démarre. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. S'il y a un problème, tu m'appelles parce que je n'ai pas 3 écrans. Donc, on attaque avec l'anesthésie du patient gériatrique. Alors, avant tout, cherchons à nous voir qu'est-ce que c'est un patient gériatrique. Un patient gériatrique, c'est, en effet, 2/3 de l'espérance de vie de l'animal se sont écoulés. Donc, ce qui peut nous surprendre totalement, parce que, effectivement, un chat, ça pourrait être 10 ans. Bon, encore, il faut qu'on parle de l'espèce, parce qu'il y a des chats qui vivent statistiquement plus que les autres, mais on va dire 10 ans. Un petit chien, 10 ans comme un chat. Un grand chien, 7 ans. Une race géante, 5 ans. Ça veut dire qu'on commence à parler pour l'anesthésie et pour l'anesthésie, mais on verra surtout pour l'anesthésie, qu'un animal commence à devenir gériatrique, sur certaines races, déjà à 5 ans. Un dog allemand, à 5 ans, comme un mouvier danois, il est vieux. Il peut être vieux parce qu'il y a un vieillissement de ses organes, ou il peut avoir une espérance de vie qui est courte, parce qu'il y a malheureusement des maladies qui vont arriver rapidement, et statistiquement, ils vont raccourcir son espérance de vie. Je fais un exemple. Un dog allemand de 5 ans est totalement différent d'un bouvier bernois de 5 ans. Les deux, ils ont la même durée de vie, on va dire, statistiquement parlant. Le bouvier bernois, 8 ans et demi pour les mâles, 7 ans pour les femelles, et les dogs allemands entre 7 et 8 ans pour les deux. Mais le dog allemand, il va vieillir surtout au niveau respiratoire et cardiovasculaire, donc c'est un vrai vieillissement qui intéresse l'anesthésie. Le bouvier bernois, il va vivre peu de temps à cause de tous les tumeurs qu'il va développer avec l'âge. Donc, c'est deux pathologies qui sont différentes, mais qui ils peuvent se rejoindre lors d'une anesthésie, il faudra en tenir compte. Donc, un berger allemand, par exemple, à 7 ans,
il est vieux. Un malinois à 7 ans, il est vieux. Ça veut dire qu'on commence à avoir un vieillissement de ses organes. Mais c'est aussi, dans certains cas, des animaux très sportifs. Donc, le système cardiovasculaire, c'est un système qui reste performant jusqu'à la fin de sa vie. Pas les reins et pas les poumons. Donc, ça, c'est un concept très important à avoir quand on parle d'animaux gériatriques, de pathologie des animaux gériatriques et d'anesthésie, parce qu'il faudra faire avec. Mais il y a des principes de base qui sont valables pour tous les animaux, dont on doit tenir compte quand on réfléchit à une stratégie d'anesthésie et encore plus d'analgésie, parce que l'analgésie, c'est du long terme, c'est pas de l'immédiat, et donc il faudra tenir compte des insuffisances d'organes ou des ralentissements dans la métabolisation ou élimination des produits, ce qui va produire une cumulation de certains produits. L'âge en elle-même n'est pas une maladie, mais elle est associée souvent à des maladies. Donc effectivement, il faut trier les insuffisances et les défaillances, ce qui nous intéresse le plus au niveau d'anesthésie. Il y a des pathologies associées, naturellement, dont il faudra tenir compte quand on fait l'anesthésie. Pathologies liées vraiment à une difficulté d'organe, un Cushing, un Addison, une hyperthyroïdie chez les chats, une hypothyroïdie chez les autres, du diabète. Mais il y a aussi des pathologies qui s'intéressent directement à l'anesthésie du point de vue mécanique, l'obésité. Quand je parle de mécanisme, c'est qui va interférer avec l'expansion du diaphragme et naturellement la capacité respiratoire de l'animal. Elle va accroître le poids qu'on mesure sur la balance et donc fausser les dosages. Vous n'endormez pas la graisse, vous endormez le poids vif. Un animal, un labrador par exemple, qui fait 50 kg, on lui devrait peser 30 kg, on sait qu'il y en a 20 kg de plus. Or, si vous considérez 50 kg d'anesthésie, vous avez surdosé, de toute évidence. Vous avez presque doublé les doses. Alors, sur certains produits, il faut faire attention. Je vous explique, je vous donnerai des astuces pour ne pas risquer de surdoser les produits et de tomber dans le surdosage et de donner tous les effets secondaires. Les veines, ainsi, elles sont des veines très rigides qui peuvent faire défaut au cathétérisme ou qui peuvent produire des hématomes ou des lacérations des accès vasculaires parce qu'elles sont rigides. Pas comme chez l'homme, mais elles sont très rigides et on sait très bien que cathétériser les veines d'un vieux chien, c'est plus difficile. Et je ne parle pas du vieux chien Cushing ou Addison. De même, on a par exemple des animaux qui ont un certain âge, classique le labrador, mais aussi des autres races, le golden retriever aussi, des paralysies laryngées complètes ou des hémiparésies, mais ce qui pose beaucoup de problèmes. Pas du tout en intubation, ça c'est très facile, au réveil, parce que le réveil, par définition, c'est une phase dans laquelle l'animal reprend ses réflexes. Certains de ces réflexes le protègent d'événements qui pourraient se produire dans une phase de demi-conscience, la fausse déglutition. Eh bien, s'il y a une hyparésie ou une paralysie laryngée, l'extubation va se faire extrêmement tardive avec un animal parfaitement conscient, en position presque debout, parce que c'est la situation, c'est la position où il y a le moins de chances possible pour que l'animal fasse une fausse route. Fausse route qui s'accentue dans le réveil de tous les animaux, mais chez les animaux avec une paralysie laryngée, c'est encore plus embêtant. Donc voilà plein de pathologies auxquelles l'anesthésiste doit réfléchir, doit penser, doit imaginer comment pouvoir pallier à ces pathologies. Une autre difficulté qui se présente souvent, et je vais aller droit dans le vif du sujet, c'est-à-dire les difficultés les plus marquantes, les plus importantes, c'est le collapsus trachéal. Souvent, je suis interrogé, comment fait mon petit chien de 14 ans ou 12 ans, il a un collapsus trachéal, que dois-je faire? Vous affolez pas. Le collapsus trachéal, qui c'est un rétrécissement de la trachée pour toutes les raisons qu'on connaît, on avait parlé des brachycéphales le mois dernier, ce n'est pas tellement différent, la physiopathologie. Donc, ce qui se passe dans le collapsus trachéal, on fait un collapsus, il y a des cartilages qui sont affaissés pour un déficit naturellement de leur consistance, de leur constitution. Donc le flux d'air qui passe au travers, il les affaisse encore plus parce que il accélère en vitesse. Donc il accentue ce collapsus trachéal. Vous devez obligatoirement les intuber avec des sondes bien lubrifiées pour pas traumatiser l'intérieur de la trachée, passer au-delà du collapsus que normalement c'est la rentrée dans la poitrine, donc à la hauteur de l'articulation scapulo-humérale. Normalement, c'est là, le collapsus. Et aller juste un peu au-delà. Vous avez pris en charge le collapsus, vous ne gonflez jamais le ballonnet de la sonde trachéale
parce que vous allez déformer la trachée, et cette déformation, vous allez la payer au moment de l'extubation, parce qu'elle va aggraver le collapsus trachéal. Et donc, vous intubez avec la sonde la plus large possible, lubrifiée, sans gonfler le ballonnet. Vous avez obtenu l'étanchéité parce que la trachée va adhérer à votre sonde, donc vous ne craignez pas un manque d'étanchéité ou d'adhérence, mais en même temps, vous n'allez pas traumatiser la trachée plus que ce qu'elle était déjà. Voilà l'astuce pour un collapsus trachéal. Donc, pas d'affolement. Les bronchodilatateurs, ça ne sert strictement à rien, parce que vous n'allez pas dilater une trachée grâce aux bronchodilatateurs. Ça peut aider s'il y a en plus un collapsus bronchique. Mais pour une trachée collabée, ça ne sert strictement rien. Les corticos non plus. Les corticos, ils vont réduire l'inflammation et tout le reste, mais ce n'est pas un cas d'inflammation, c'est un cas de collapsus. Donc attention à les fausses pistes qui vous donnent des sécurités qui ne le sont pas. En revanche, s'il y a un cadre inflammatoire, clairement, ça va être aidé par l'utilisation concomitante de corticostéroïdes, de bronchodilatateurs, mais seulement dans le cas où il y a cette situation en plus du collapsus trachéal, ce qui n'est pas rare. Alors, comment s'en sortir? Bon, les autres pathologies, vous les connaissez, c'est le diabète, les valvulopathies. On aura des séances, des webinaires sur le patient cardiaque, mais naturellement, cela, on pourra le voir spécifiquement dans des situations après. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez, par exemple, une situation de diabète? Vous avez la glycémie, le rangement. Bon, là aussi, il faut voir avec le patient que vous avez devant vous. Pas la peine de se prendre la tête. Vous devez éviter les hyperglycémies et les hypolipoglycémies. Donc, vous restez dans la moyenne. Vous continuez à administrer l'insuline jusqu'au moment de l'anesthésie. Un peu moins si vous faites un demi-jeûne pour l'animal, mais c'est jamais des animaux à mettre à jeun complètement. Et de toute façon, vous êtes en anesthésie, donc vous vérifiez la glycémie et vous vous adaptez en conséquence. Si elle est trop basse, vous tentez de l'aider un peu. Si elle est trop haute, vous ne risquez pas la mort de l'animal, mais quand même, il va avoir la tête lourde à cause de l'édème cérébral. Donc, ça serait bien de ne pas exploser les valeurs de glycémie. Trop, c'est toujours mauvais. Donc, là aussi, un peu de sagesse et vous arriverez toujours à vous orienter. Si vous craignez l'effet des anesthésiques sur la glycémie, sachez qu'il y en a très peu. C'est les alpha-diagonistes chez le chien, parce que chez le chat, c'est plutôt du diabète type 2, donc insuline indépendant. Donc, la stimulation des récepteurs alpha-2 au niveau du pancréas, ça va réellement changer la glycémie du chat. C'est plutôt le stress chez le chat. Donc, ne craignez pas de fausses pistes en disant « Oh, il y a un anesthésique méchant lors du diabète ». Gérez plutôt le diabète comme vous savez le gérer, médicalement parlant, avec du glucose, avec de l'insuline, et vous vous porterez très bien pendant une anesthésie. Pour les pathologies valvulaires ou cardiaques, on en parlera dans un autre webinaire, c'est trop complexe pour les affronter en 2 minutes. Mais effectivement, c'est des situations que vous devez faire attention quand vous avez un patient gériatrique. Alors, la première chose, c'est l'examen clinique qui doit être raffiné, il doit être précis. Vous devez connaître le patient que vous avez vu, et c'est un des rares situations dans lesquelles, effectivement, faites des analyses, même si tout va bien. Je ne propose jamais de faire des analyses pour faire dépenser de l'argent inutilement propriétaire. Je déteste cette approche qui cherche dans les analyses les réponses que mon examen clinique qui n'a pas été fait ne pourra pas trouver. En revanche, chez le vieux, clairement, vous devez aller faire des analyses de la fonction hépatique et rénale minimum et une numération formule parce que parfois, parce qu'ils se sont adaptés d'une façon chronique, ils dissimulent les symptômes. Et donc, l'examen clinique, parfois, il n'est pas très en faveur d'une pathologie d'une autre. C'est les analyses qui vont nous montrer éventuellement l'hypocalémie ou une hypercalémie, une anémie chronique ou des autres problèmes. C'est comme ça qu'on découvre parfois des pathologies tumorales qui sont cachées par le fait qu'ils se sont manifestés de façon chronique dans l'animal et l'animal a pu s'adapter. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement le traiter. Une anémie chronique tolère très bien parfois l'anesthésie sans besoin de transfusion. Mais c'est clair que si je fais une intervention sur un patient anémique chronique et qui va perdre du sang, eh bien là, il ne va pas le tolérer. Mais je peux faire bien sûr un détartrage. Tout dépend de son niveau de tolérance de cette situation qui s'est manifestée d'une façon chronique. La chose plus importante, c'est d'avoir une bonne capacité de surveiller notre patient. J'ai pris l'exemple de cette machine d'anesthésie parce que même si ça paraît magnifique,
Elle ne peut pas surveiller à votre place. Elle va vous afficher des valeurs. C'est vous que vous devez surveiller. Donc, c'est un peu l'ironie de la situation. La machine d'anesthésie ne vous donnera pas la réponse. C'est à vous de surveiller. Et on surveille toujours que la clinique de l'animal va bien. Donc, les points clés, c'est l'examen clinique pré-anesthésique bien fait, avec tous les examens qui nous ont amené à la photographie du patient, comment il se présente à mon examen clinique, est-ce qu'il est intolérant, est-ce qu'il est somnolent, est-ce qu'il tousse d'une façon chronique, aïe aïe aïe, peut-être qu'il y a de l'emphysème ou des autres pathologies, par exemple une bronchopneumonie ou un poumon bien plurigide parce qu'il y a une fibrose pulmonaire, c'est pas si rare que ça. Est-ce qu'il y a des douleurs et là, j'approche le côté douloureux de ce patient qui vient pour une anesthésie, donc pour une intervention chirurgicale, mais qui est douloureux lié à l'arthrose. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des animaux qui venaient pour une tumeur mammaire, opérés d'une tumeur mammaire, qui ne marchait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était arthrosique. Et la position sur la table a déclenché une crise d'arthrose aiguë. L'animal ne marchait plus. C'est un peu comme vous restez endormi sur un membre pour toute la nuit. Le jour après, vous ne pouvez plus le bouger. Imaginez d'avoir toutes les articulations bien arthrosiques, de les carteler sur une table pour bien le fixer dans une position totalement inconfortable et non respectueuse de ces articulations ankylosées. L'animal ne marchera pas, même s'il est venu pour se faire opérer d'une tumeur mammaire. Donc, faites attention à tous ces aspects du vieux chien qui font partie de votre boulot d'anesthésiste. Le positionnement confortable et respectueux de ces articulations, il en fait partie. Et même si vous avez une intervention qui n'est pas douloureuse, chirurgie de détartrage, il n'est pas illogique de bien l'analgésier parce que de toute façon, la mobilisation que vous faites sous anesthésie ou la position sous anesthésie va aller produire des douleurs qui n'ont rien à voir avec peut-être le détartrage en lui-même, mais une trachée fait souffrir. Pour avoir été opéré plusieurs fois, je peux vous dire qu'au réveil, les deux choses dont je me souviens très bien, c'était la douleur trachéale qui m'empêchait de respirer à cause de l'intubation et le cathéter artériel. Rien à voir avec la luxation d'épaule ou les fractures dont je me suis fait opérer. Donc sachez qu'il y a des douleurs que j'appelle parasitaires, c'est-à-dire qui parasitent l'acte que vous êtes en train de faire, par contre qui peuvent faire plus mal de l'acte en lui-même. Donc, je vous encourage à prendre tout l'ensemble de la situation parce que chez le vieux, vous allez le payer très cher. N'oubliez pas qu'il a des pathologies. Probablement, il arrive avec ces pathologies qu'elles sont traitées, et heureusement. Donc, je ne vous fais pas une conférence, encore une fois, sur ces pathologies parce que vous l'aurez dans les prochains webinaires. Mais s'il a des traitements médicaux qui l'ont amélioré et qui l'ont stabilisé, ne les arrêtez pas. Oh mon Dieu, vous avez stabilisé un patient grâce à l'insuline, grâce à du pimobanane, qui augmente bien la contractilité cardiaque, etc. Ne les arrêtez pas. Il est bien stable. Le seul quid, la seule question pourrait se poser sur les inhibiteurs d'énergie de conversion, les IECA, qu'effectivement ils produisent une légère vasodilatation, donc une réduction des résistances périphériques. Et on se dit toujours, s'il est déjà un peu vasodilaté, l'anesthésie va faire pire, je vais me retrouver avec un animal en hypotension. Le débat est encore ouvert parce qu'on n'a pas la réponse. Ma vision des choses, c'est que je préfère gérer un animal légèrement hypotensif, mais avec un bon débit cardiaque, sans effort cardiaque parce qu'il n'y a pas de résistance, au lieu qu'avoir un animal plutôt normotensif avec un cœur qui s'épuise à cause des résistances. Donc, entre les deux, je préfère avoir une légère hypotension qu'un animal normotensif qui se fatigue. Et sachez que cette hypotension, elle est chronique parce qu'il a ses traitements depuis tout le temps. Et donc, attention, ne craignez pas l'hypotension périopératoire plus qu'autre chose parce qu'il s'est chroniquement accepté. En revanche, le rein, effectivement, il en souffrira. Et donc, c'est bien de perfuser avant, pendant et après l'anesthésie pour 24 heures pour soulager le rein, le faire fonctionner. On pourrait dire vulgairement le laver, on ne lave rien, mais on lui donne un débit de perfusion qui lui permet de fonctionner et de pallier au manque de fonctionnement que vous l'avez collé à cause de l'anesthésie. Attention aux autres situations, l'hyperthyroïdie par exemple, il faut calmer le patient parce que ça produit des cardiomyopathies hypertrophiques qui tolèrent très mal le stress. Le diabète, gérer la glycémie
Je vous ai expliqué comment, avec l'alimentation sans trop faire de jeûne et avec un réveil précoce. C'est les interventions qu'on prévoit le matin très tôt. On ne les prépare pas dans l'après-midi. Et pourquoi? Parce que le matin, c'est la meilleure phase pour un patient diabétique de tolérer ces efforts supplémentaires. Ce n'est pas en fin de journée qu'il va accepter ces yo-yo de glycémie. Insuffisance cardiaque, sachez que plus vous restez neutre, mieux vous vous porterez. Les opioïdes, c'est les meilleurs produits pour rester neutre au niveau de la contraction cardiaque. Mais encore une fois, c'est des sujets dont on va parler dans des webinaires plus spécifiques. Impérativement, suivez vos patients, ne rien laisser au hasard. Le système respiratoire a besoin d'être alimenté en oxygène, bien soigné éventuellement avec une ventilation. Cardiovasculaire, on va s'adapter à ce qu'il peut encore nous donner ou pas. Et le métabolique, et oui, s'il commence à être fatigué au niveau du métabolique, il ne faut pas trop charger en produits pendant longtemps, mais encore, il faut qu'il soit insuffisant métabolique, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de tous les vieux. Mais si j'ai un vieux chien qui a une insuffisance hépatique et donc des pattes, des alates qui augmentent, une albumine qui se baisse, et des signes d'acide, ça c'est la vraie insuffisance hépatique. Clairement, on va espacer les prises de médicaments parce qu'ils vont durer plus longtemps dans son organisme du fait qu'il les métabolise plus lentement. Mais si vous n'avez pas tous ces signes d'insuffisance hépatique, ça veut dire qu'il y a un foie qui fonctionne encore et qui métabolise encore les produits. Donc vous ne craignez pas une cumulation. Pour l'anesthésiste que je suis, une insuffisance hépatique se manifeste avec une hypoalbuminémie, une acide, des déficits de coagulation, c'est pas juste pâle et à l'acte à augmenter. Ça, c'est une augmentation des enzymes, ça ne veut pas dire que le foie ne fonctionne plus au point de ne plus métaboliser les produits que vous faites. Et clairement, sur un vieux, vous devez neutraliser la douleur de la façon la plus efficace possible parce qu'autrement, il va le payer. Les priorités, surveiller la pression artérielle, le CO2 expiré, eh oui, je vais pas vous dire le contraire, il y a besoin de monitorage, j'ai anticipé la diapo, il y a besoin de surveiller ce qui se passe, parce qu'il ne va pas tolérer tout ce qu'un jeune tolère au niveau d'erreurs anesthésiques. Et donc, il faut le surveiller. Souvent, ils sont séniles, ils nous donnent de la dysphorie plus que les autres, parce que leur tête ne fonctionne pas complètement comme les autres. Donc, au réveil, prévoyez aussi un réveil agité. Donc, mettez-le au calme, réchauffez-le. Éventuellement, vous lui donnez un sédatif pour lui faire passer ce réveil d'une façon la plus cohérente possible. Ce n'est pas un petit jeune. Souvent, ils sont dysphoriques. Des microdoses de dexmédetomidine. Quand je dis microdose, c'est 1 microgramme kilo, pas plus, sur des animaux qui n'avaient pas de problème cardiaque, peut aider pour faire passer cette dysphorie de façon convenable. Par l'hypothermie, et suivez les CG pour ne pas tomber peut-être dans des arythmies qui pourraient être mal tolérées par un vieux. De la céphalomycine à bas dosage, c'est-à-dire 20-30 microgrammes kilo, c'est toléré, pas plus. Les opioïdes, allez-y, c'est le bon produit pour réduire les effets négatifs. Le midazolam, c'est une excellente benzodiazépine que vous pouvez faire parce qu'il n'interfère pas avec la contractilité cardiaque. Je ne vais pas vous dire le contraire, le sévoflurane, c'est une excellente vapeur d'anesthésie, mais il est très cher. L'isoflurane peut utiliser à la place du sévoflurane, mais si vous voulez vraiment un réveil on-off chez le vieux, chez le gériatrique, chez vraiment le patient de 14-15 ans, je ne peux pas vous dire le contraire. Le sévoflurane, ça marche indéniablement bien. Donc, l'induction volatile, faites attention parce que c'est un faux concept, n'est pas forcément meilleur de l'injection injectable, parce que l'enduire au masque, sauf le sévoflurane, donne de la dysphorie et un animal qui n'est pas très bien dans sa tête. Donc, faites attention. Je préfère une bonne injection injectable avec un relais gazeuse qu'une induction volatile qui se passe mal. Et aucun problème entre sévo et isoflurane sur l'insuffisance rénale. Tous les deux sont similaires. Administrer pour antagoniser, c'est pas bien. Donc, faites attention. Domitor antécédent, enfin, mélizomidine, antécédent, c'est pas la bonne stratégie sur un vieux. Vous êtes rapide dans l'effet et le contre-effet, mais le système vasculaire, c'est pas on-off. Il met du temps à se mettre en place, il met du temps à se rétablir. Donc, demi-heure antécédent pour un détartrage sur un très très vieux chien, c'est pas le bon approche. En plus, si le chien a des pathologies, il va le payer. Peut-être il va se réveiller, mais il va le payer. Vous lui avez quand même collé un effort qui est malheureusement pas très bien. Et après, les excès de fluide périopératoire ne protègent pas de l'insuffisance rénale. C'est la durée,
Ce n'est pas l'excès périopératoire. Donc, la surcharge périopératoire, c'est la durée sur le temps. Ces vieux animaux, moi, je les prends la veille, je les perfuse, je les opère le J. Donc, je les prends à J-1, je les opère au J0, et parfois, je les fais sortir à J+1. Mais à ce moment-là, je suis sûr que j'ai tout fait pour que son rein prenne en charge le choc anesthésique. Et les propriétaires me suivent, il n'y a aucun problème, parce qu'ils comprennent que sur un vieux, sur un patient qui a 14 ou 15 ans, on ne peut pas faire les choses on-off, même si c'est juste un détartrage, c'est-à-dire un acte qu'on banalise à tort, mais qui nous semble dérisoire sur l'économie du patient. Faites le plus d'anesthésie locale possible, parce que si vous anesthésiez localement, il n'y aura pas besoin d'une grande anesthésie. Vous pouvez anesthésier tous les dents, vous pouvez anesthésier l'encore orbitaire, le mandibulaire, l'alvéolo-mandibulaire. Il y a tous les nerfs qu'on peut anesthésier sur le crâne. Vous allez sur YouTube, sur Cap Douleur, on a fait des vidéos, on a fait des sites. Ça vous permet de minimiser les effets secondaires de l'anesthésie. Et en fait, il n'y a globalement pas des vrais effets secondaires à craindre quand vous faites une anesthésie locale. Vous contrôlez beaucoup mieux le patient parce que vous le protégez. Et il n'y a pas de répercussions systémiques si vous le faites correctement. Sur l'insuffisance rénale, je vous ai tout raconté. Il n'y a pas de miracle. Le rein se dégrade, mais vous pouvez l'aider sur les 24 heures à récupérer pour restituer l'animal. Naturellement, l'utilisation des INS chez le gériatrique, ça dépend vraiment de sa fonction rénale. Ce n'est pas interdit sur un rein qui fonctionne bien, mais sachez que peu importe l'INS que vous utilisez, vous allez toucher le rein. Oui, avec les nouveaux INS qui touchent les récepteurs des prostaglandines et pas la production de prostaglandines, on peut espérer que ce soit moins invasif au niveau rénal. Mais voilà, nous sommes en train de le découvrir. Je ne peux pas vous dire oui, non ou ni. Nous sommes en train de le découvrir. Donc, faites attention à l'utilisation, elle doit être sage, maîtrisée, je serais dire pour le minimum du temps qu'il faut, et pas le maximum, mais le minimum. Et ainsi, vous vous permettrez d'avoir le meilleur rapport bénéfice-risque sur les produits que vous utilisez. En bref, connaissez et comprenez votre patient. Sachez l'accompagner à sa demande, c'est-à-dire ce qu'il faut pour lui et pas ce qui est écrit sous le bouquin. Adaptez-vous à l'intensité de difficulté qui est requise par la procédure que vous allez faire. Elle est tout le temps différente. Des dents totalement déchaussées sont faciles à retirer. Une dent abîmée, malade, mais bien chaussée, il faut faire une anesthésie locale parce qu'il en souffrira. Et continuez à suivre votre animal après l'acte. Le risque anesthésique ou le traumatisme anesthésique ne se limite pas à l'acte en lui-même, mais il va perdurer après. Donc, vous devez le suivre après l'acte. C'est ce qui va faire la différence entre un animal qui s'est bien réveillé, mais qui va revenir dans votre clinique 3 jours après, et un animal qui s'est bien réveillé et va rester chez lui à passer les fêtes de Noël, comme nous tous, on souhaiterait. Je vous remercie de votre attention. Je sais pertinemment que je n'ai pas parlé des jeunes, mais on fera des webinaires plus spécifiques parce qu'on ne peut pas condenser en 3 minutes le jeune et le vieux parce que c'est très très long et donc je préférais parler un peu plus large du patient gériatrique qui le mérite. Je suis à votre disposition et si vous avez des questions, peut-être que je peux répondre à quelques questions. Je n'ai pas de sonneur. Quelle est la durée post-opératoire? Alors, je suis en train de dire, quelle est la durée post-opératoire de l'analgésie pour les douleurs? Bonne question. Je serais dire qu'il n'y a pas une durée obligatoire. Il y a une durée qui est liée au bien-être de l'animal, avec une décroissance de l'analgésie qui va se faire progressivement. Sur les cas de crise d'arthrose, par exemple, que vous avez, qui se produisent lors d'une intervention, normalement, ça part très vite si vous avez fait les choses très bien. Donc, 2-3 jours, c'est largement suffisant. Rarement, je suis allé sur une semaine de traitement pour ces douleurs parasitaires qui se s'opposent à la douleur chirurgicale. Mais ça, c'était juste, Pauline, pour dire que, parce que normalement, quand vous faites une intervention, vous faites des antalgiques, mais c'était juste pour vous dire que même une intervention de notre esprit ne produit pas de douleur parce qu'il est vieux,
le produit. Voilà. Donc, une intervention très safe. Faites quand même de l'analgésie pour 2-3 jours parce que son positionnement, sa douleur, sa trachée, son irritation, sa respiration, l'air sec qui rentre va quand même lui produire des gènes. Donc 2-3 jours d'analgésie sur un vieux, ce n'est pas une faute professionnelle, au contraire, c'est ce qu'il y a rien à faire. Voilà. Y a-t-il des précautions pour l'anesthésie du patient hypothyroïdien? Ouh là là, Xavier, bien sûr qu'il y en a. Mais le problème de l'hyperthyroïdien, je vais vous le traiter quand on parlera de pathologie cardiaque, parce que globalement, ce n'est pas... Bon, je vais vous donner une astuce. L'hypothyroïdien, en fait, il va métaboliser lentement tous les produits. Donc, une petite astuce que je peux vous dire en 2 minutes, c'est que utiliser des produits qui peuvent ou d'une part être antagonisés, donc les alpha-2 se portent très bien, s'il n'y a pas d'autres pathologies concomitantes au niveau cardiaque. Je parle vraiment de l'hypothyroïdie. Parce que vous pouvez l'antagoniser. Donc, la durée de l'effet, on s'en fout. C'est vous que vous l'antagonisez. Vous utilisez des produits facilement métabolisables par autre voie que le foie, le propofol. L'alfaxan, oui, ni, mais le propofol, clairement, c'est un produit qui est métabolisé par tout autre site, poumon, muscle, foie. Donc, même dans l'hypothyroïdien, il sera super bien métabolisé. Et après, vous passez à la volatile obligatoirement, parce que les agents volatiles, isoflurane et sévoflurane, ne passent pas au travers du foie, sont respirés et expirés. Donc, à partir où vous arrêtez l'administration, le temps qu'ils les expirent, ils se réveillent, qu'ils soient hyper ou hypothyroïdiens, gras ou maigres. Ils ne rentrent pas dans l'organisme, ils ne restent pas dans l'organisme. Donc, globalement, en 2 secondes, c'est l'astuce que je vous donne, des produits antagonisables, des produits magnifiquement métabolisables ou des produits qui ne pénètrent pas dans l'organisme de façon durable, naturellement l'analgésie. Mais là, vous risquez rien, parce que morphine, méthadone, fentanyl sont tous très bien métabolisés, même chez l'hypothyroïdien. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je vous promets, le pédiatrique, je vous le ferai. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous avez des séries de webinaires. Et le patient épileptique, bon, rien, vous savez, rien, ne stresse pas sous l'épileptique, hein, c'est-à-dire tous les produits que tu utilises en anesthésie sont des antiépileptiques. Donc, quand tu as fait du... Moi, j'adore le midazolam parce que c'est un magnifique antiépileptique que j'utilise en anesthésie. Le seul problème, ça pourrait être au réveil, un peu de dysphorie, peut-être épilepsie, tu ne sais pas qui fait quoi, mais le réveil d'un épileptique doit se faire calme, avec des alpha-agonistes à côté pour éteindre immédiatement la dysphorie qui est à l'origine d'une éventuelle crise d'épilepsie, et pas de problème. En revanche, endormez-les bien, parce que vous pouvez avoir des crises d'épilepsie en anesthésie, vous ne les voyez pas parce qu'ils ne bougent pas, mais son cerveau, si vous me mettez un moniteur, ça frémille, il y a de l'électricité dans tous les sens et ça l'abîme. Donc, éteignez le cerveau, avec une bonne anesthésie. Ne faites pas les épileptiques avec des anesthésies avec l'animal mi-réveillé, parce que c'est le pire que vous pourrez faire. Vous les endormez bien. Et au réveil, vous surveillez le réveil. S'il fait de la dysphorie ou un réveil un peu frémissant, un peu d'alpha-2, si le cœur le tolère, c'est la meilleure des solutions. Lors de dysphorie au réveil, chez un G, avec suspicion de neuropathie, Sarah, je ne vois pas comment tu gères une dysphorie du réveil avec la gabapentin. La gabapentin, elle met différents jours à être efficace. Donc, je ne vois pas comment... Bien sûr que tu peux l'utiliser, hein, la gabapentin, ça fait partie du protocole analgésique, hein, mais tu ne vas pas gérer la dysphorie du réveil. Donc, la dysphorie du réveil, clairement, c'est des produits immédiats que tu administres, que tu injectes. Le meilleur, c'est l'alpha-2, hein, parce que la dexmédetomidine à 1-2 microgrammes, tu éteins tous les feux du monde. Mais encore, il ne faut pas avoir de valvulopathie. On en parlera avec le patient cardiaque. Ça, c'est votre extincteur que vous avez dans la main. Après, si le chien est déjà... Ah, pardon, je comprends mieux ça. Pas aucun problème. Il est déjà sous gabapentin. La gabapentin, vous savez, techniquement, c'est un antiepileptique, mais on l'utilise pour autre chose, donc, comme par exemple les douleurs neuropathiques. On l'utilise pour beaucoup de choses, hein, pas que pour ça. Et
S'il fait une dysphorie, de toute façon, c'est deux choses séparées. C'est ça que je cherche à dire, Sarah. C'est-à-dire que vous avez deux scénarios complètement différents et indépendants. Il a une douleur neuropathique, il a de la bouprée, de la GABA, tout ce qui est bon, ok. Il te fait une dysphorie parce qu'il se réveille mal, parce qu'il y a un peu de sénilité dans son cerveau ou parce que autre raison. Ben là, tu dois éteindre cette dysphorie. Donc, ou tu attends 2-3 minutes que ça passe, ou ça dure un peu plus de temps, et tu fais 1 microgramme de dexmédetomidine, 1 microgramme kilo, c'est rien, et ça s'éteint sur place. Il ne doit pas avoir une valvulopathie. J'espère avoir répondu à ça. Je n'ai pas d'autres questions. Et pour un patient suspect de syndrome de Cushing, ouais, mais là, j'en ai pour des heures. Hein. Alors, globalement, parce que le problème du patient de Cushing, globalement, je cherche à vous donner une piste de réflexion. En fait, il n'y a pas d'anesthésique contre-indiqué et il n'y a pas d'anesthésique indiqué. Parce que les anesthésiques ne font rien d'autre qu'endormir. Et quand leur effet n'est plus là, ils se réveillent. La gestion de ces patients malades de Cushing, Addison, se fait en fonction de son état médical. C'est-à-dire, vous mesurez le ionogramme, vous mesurez tous les paramètres que vous gérez pendant un Cushing, donc la calcémie, vous gérez, s'il n'a pas de fibrose pulmonaire ou d'autres problèmes, il va y avoir de l'accumulation de graisse dans des endroits de l'organisme, notamment le ventre, un effondrement des masses musculaires. Bon, voilà, c'est un poids que vous n'anesthésiez pas, mais globalement, ce que je cherche à vous dire, c'est que c'est l'approche plutôt médicale, mais il n'y a pas une anesthésique qui va le tuer ou une anesthésique qui va le sauver parce que il a un Cushing, une Addison. C'est ce que je cherche à raconter à tout le monde. Vous savez, je travaille dans l'hôpital, dans tout le monde, il me dit ah, alors les médecins, ils me racontent 1 heure, tout, j'ai Cushing, moi, oui, mais vous savez, le propofol, vous pouvez l'utiliser qu'il est Cushing, qu'il est Addison, qu'il est hyperthyroïdien, mais c'est la stabilisation médicale avant l'anesthésie qui va faire la différence. C'est pas l'anesthésique que vous allez injecter. J'espère avoir répondu, parce qu'après, c'est la gestion vraiment de la pathologie, et donc je cherche à la corriger avant qu'il arrive. Si on fait un bloc analgésique, à quelle dose commences-tu la crie? Je ne comprends pas, ça me dit, parce que le bloc analgésique, je ne le connais pas. Je connais un bloc d'analgésie locale, et je ne fais pas de cri dans ce cas-là s'il est bloqué. Oui à quoi, ça me dit? Oui, donc si c'est un bloc d'anesthésie loco-régionale, tu as fait un bloc, imaginons que tu as utilisé de la ropivacaïne, c'est l'anesthésique locale que je kiffe à mort, parce que ça dure 4-5 heures. Oui, ok, ça met 20 minutes à agir, mais 4-5 heures, hein, c'est pas la lidocaïne qui dure 30 minutes ou 60 minutes. Et il n'est pas toxique comme la bupivacaïne. Donc si vous pouvez en acheter un, c'est la ropivacaïne. Et moi je l'achète, je n'ai pas de piston chez les pharmacies. Donc vous allez voir le fournisseur, Milan ou Aguetan, peu importe, et vous allez ce que je voulais dire, donc là il n'y a pas de cri. Hein. Si tu as bloqué, mais bloqué de chez bloqué l'animal, tu n'as pas besoin de faire une cri. Constant rate infusion, tu as injecté, c'est bon. Après, si ton bloc n'est pas complet, à ce moment-là, tu vas rajouter de la méthadone, de la morphine, un autre antalgique. Mais vous avez, sur les arthroscopies, sur les ligaments croisés, sur les fractures des membres périphériques, autrement dire des endroits qui se bloquent très bien avec une anesthésie loco-régionale, je ne fais rien d'autre. Je ne fais rien d'autre. Vous pouvez me croire sur parole. Et c'est seulement si je découvre que mon bloc est partiellement efficace que je rajoute un peu de morphine, méthadone, peu importe. Ça, vous savez très bien faire. Mais je ne fais pas de cri ou d'autre chose. Le but de l'anesthésie loco-régionale, c'est de bloquer. Et c'est tout. Et alors, pourquoi vous le faites en humaine, maintenant, c'est pas une mode, hein, c'est low opioid anesthesia ou opioid-free anesthesia, c'est-à-dire quand on fait des loco-régionales, on ne fait pas d'opioïdes. Mais parfois, on fait des anesthésies loco-régionales qui ne sont pas complètement efficaces, alors vous rajoutez un peu d'opioïdes, mais certainement à des doses moindres, et moi je ne fais pas de cri, hein, parce que clairement, mon anesthésie loco-régionale, à moins que je ne suis pas un sagouin et je ne sais pas la faire, elle est partielle, donc j'ai besoin de moins d'opioïdes que sur les opioïdes.
je réponds aux autres. Je termine avec Xavier. Xavier, il dit, si le chien est sous INS ou l'arthrose depuis longtemps, faut-il arrêter le traitement avant, même si on prévoit une perfusion préalable? Oui, oui, Xavier. Oui. Moi, je les arrête parce que, de toute façon, ma philosophie, moi, je ne fais pas d'INS pendant une anesthésie. Je suis très cartésien, j'ai des valeurs. Je ne peux pas voir le rein, comment il fonctionne ou comment il ne fonctionne pas. Je ne connais pas quelle est la pression de perfusion de l'artère rénale. Donc, globalement, je prends tous les marges de sécurité. Je ne fais pas d'INS pendant un acte anesthésique qui va obligatoirement me réduire la pression de perfusion rénale. Après, quand il se réveille, quand il a sa volémie qui fonctionne, et quand il reprend son tonus cardiaque, je peux faire des INS. Ça, c'est mon approche. Et vous ne devez pas penser que les INS, ils bloquent que le rein. Ils influencent aussi sur l'agrégation plaquettaire et sur des autres choses. Donc, pendant une anesthésie, personnellement, je ne le fais pas, même si il y a des choses différentes qui se disent, mais je ne contre-indique pas l'utilisation des INS en dehors de l'acte anesthésique quand l'animal s'est bien réveillé, il est bien perfusé, et naturellement, je les arrête avant de faire une anesthésie. C'est clair. Sarah, qu'est-ce que c'est la CRI? La CRI, c'est la Constant Rate Infusion, c'est une perfusion continue. Aujourd'hui, on appelle CRI ça parce que même en France, on a adopté des mots anglais. Je ne suis pas pour, mais c'est comme ça. Donc, Constant Rate Infusion, ça veut dire une perfusion à débit constant. C'est la perfusion continue de médicaments que vous allez faire. Voilà. Bon, on a un peu débordé, hein, mais il y avait des questions et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des questions sur ces sujets-là. En fait, ces petits webconf, c'est des petites, moi je les appelle spin-off, c'est pour vous donner la piste de réflexion, là où aller chercher, et là où il faut craindre les choses, et là où on fait, c'est une mauvaise piste. Donc, je peux résumer toute cette conférence en vous disant que la mauvaise piste, c'est d'imaginer qu'il y a un anesthésique miraculeux, mais un anesthésique contre-indiqué. Ça, c'est la mauvaise piste. Et que toutes les pathologies, toute la gestion du patient gériatrique, c'est la gestion de la pathologie avec laquelle il arrive à l'anesthésie. Et ça, c'est l'arme fatale qui vous permettra de résoudre vos problèmes devant vous. Mais je vous assure, vous allez utiliser le propofol, l'isoflurane, le sévoflurane, en bonne science, sur un patient gériatrique, il n'y aura aucun problème. Gérez les problèmes avant, stabilisez-le au maximum et ne l'aggravez pas avec un usage hors mesure de l'anesthésie. J'espère avoir répondu, mais vous savez, je suis toujours à votre disposition. Vous écrivez, on peut interchanger. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un bon week-end et un super bon Noël, même si on est un peu tous à la maison, mais vraiment des super bonnes fêtes. Je suis sûr que le 2021 va être totalement différent et c'est l'année où on va finalement se revoir. Merci à tous. Au revoir et bon week-end.